Hi guys! Je vous vois venir, vous êtes en train de vous dire mais non, mais comment ça se fait que Shivana a fait une critique de film? C'est tellement rare. Bah si vous connaissez un petit peu ma chaîne, vous savez que quand je fais une critique de film, c'est qu'en général je connais l'œuvre de base, en tout cas l'univers. Donc là, on va parler du Crime de l'Orient Express, qui est donc sorti le 13 décembre dernier, qui est réalisé par Kenneth Branagh et qui est également donc le personnage principal, c'est-à-dire Hercule Poirot, donc tiré de l'œuvre d'Agatha Christie. Pourquoi je vous parle de ce film aujourd'hui? Tout simplement parce que je connais plutôt bien l'univers qui englobe le personnage d'Hercule Poirot, puisque ma mère était très fan des romans d'Agatha Christie, donc forcément les affaires d'Hercule Poirot, elle les connaît toutes, et j'ai donc regardé avec elle les nombreux épisodes, c'est-à-dire il y a à peu près 70 épisodes de la série Hercule Poirot, donc je les ai vus, même il y en a que j'ai vu à peu près, peut-être même 10 fois, donc autant dire que je connais quand même bien les personnages, je connais quand même beaucoup d'affaires, etc. Et surtout, j'ai adoré la performance de David Suchet. Donc forcément, je vais comparer l'acting de Kenneth Branagh avec celle de David Suchet, qui en plus semblerait-il la plus fidèle du personnage du roman. Donc l'histoire, c'est que tout simplement Hercule Poirot est à Istanbul, on lui envoie une lettre pour qu'il aille à Calais, donc il doit résoudre une affaire à Calais. Pour se rendre à Calais, il va devoir prendre l'Orient Express, et dans l'Orient Express, évidemment, il va se passer un drame, parce que s'il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'Hercule Poirot. Et voilà, en plus, Hercule Poirot qui, pour lui, était en vacances, d'ailleurs tout le long du film, il va dire « mais moi j'ai pas envie de résoudre une affaire parce que je suis en vacances ». Et là, on voit quand même Hercule Poirot qui est fatigué, qui est là de toutes ses affaires, d'avoir tellement de choses à faire, d'être tout le temps occupé aussi, et aussi très nostalgique parce qu'il pense quand même à son premier amour, la femme qu'il a aimée, Catherine. Ce qui lui donne, malgré certains moments où il manque de tact, quand même un côté quand même très sympathique et auquel on peut un petit peu s'attacher. Bon, pour commencer, on va dire que je suis très mitigée, c'est-à-dire que je m'attendais à tellement, je veux dire, quand on voit le casting, donc Kenneth Branagh, on le connaît parce que Gilderoy Lockhart dans Harry Potter, enfin moi je l'ai connu comme ça, mais c'est vrai qu'il dernièrement il a joué dans Dunkerque, mais moi je l'ai connu pour Gilderoy Lockhart, et c'est vrai que par moments dans le film, ça me faisait penser un petit peu à son acting dans Harry Potter. On a quand même Michelle Pfeiffer, on a Johnny Depp, on a Daisy Ridley, d'ailleurs c'est son premier vrai rôle au cinéma depuis Star Wars, et puis là on a William Dafoe, donc on se dit waouh, on a quand même un casting 4 étoiles, ça ne peut être que bien, parce qu'ils fournissent des performances incroyables. Dans ce cas-là, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses en fait qui vont gâcher le film, qui vont donner une petite saveur de bâclé ou d'inachevé, et je vais vous expliquer tout ça. Premièrement, visuellement, c'est quand même très joli. Il y a beaucoup de jeux de lumière entre vraiment la lumière douce, c'est-à-dire la lumière par exemple des flammes d'une bougie, avec celle justement qui va contrebalancer avec le bleu de l'hiver, mais c'est vraiment tout en douceur en fait, c'est-à-dire que toutes les lumières sont vraiment très douces. Autant dans la version avec David Suchet, on était dans quelque chose de très glacial, de très froid, de très lugubre, autant c'est quelque chose là de doux, de chaleureux vraiment. Et vraiment dans les effets spéciaux, c'est vraiment très beau, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de plans vraiment extérieurs, où on voit vraiment le train qui part à travers l'horizon limite, avec le coucher de soleil qui se mêle aussi aux nuages et puis à la montagne, enfin voilà, la neige, à tout ça. Donc c'est vraiment très joli, c'est vraiment très bien fait. D'ailleurs on a même la ville d'Istanbul qui est très bien faite aussi, hein. Vraiment en version de l'époque, ça fait un petit peu penser au CGI du film Assassin's Creed. Donc tout est un peu feutré, tout est doux vraiment, il y a vraiment un côté comme ça, et du coup ça se retrouve aussi dans le personnage d'Hercule Poirot. Alors Hercule Poirot, il est très différent de celui que j'ai appris à connaître depuis que je suis toute petite, hein, très clairement. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que Kenneth Branagh voulait faire un Hercule Poirot un peu à la Guy Ritchie. Donc vous voyez un petit peu comment il traitait Sherlock Holmes, c'est par exemple le roi Arthur. C'est d'ailleurs Guy Ritchie, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime vraiment en fait sa vision des personnages et comment il arrive à donner un côté moderne à ces personnages qui sont pourtant très anciens. Et donc du coup il y a une espèce d'anachronisme, mais un anachronisme qui marche complètement. Donc il sait comment donner de la folie à certains personnages, mais autant ce qui marche avec Sherlock Holmes, ça peut pas marcher avec Hercule Poirot. C'est-à-dire qu'Hercule Poirot c'est quelqu'un de très distingué, de très maniéré et tout ça, et lui faire des scènes d'action ou des trucs un petit peu bizarres, genre à un moment donné au début du film, bon il est en train de mettre sa canne, on sait qu'après il y a quelqu'un qui va arriver parce qu'il y a une espèce de course-poursuite et le mec qui va se prendre la canne, bon je spoil mais c'est juste le début du film donc c'est pas un truc extraordinaire. Après il y a une course-poursuite, c'est un petit peu bizarre, donc là j'ai clairement ressenti du Guy Ritchie dans ce que voulait faire Kenneth Branagh, sauf que ce qui marche avec Sherlock Holmes, c'est pas possible avec Hercule Poirot parce que autant Sherlock Holmes c'est quelqu'un de très imprévisible, qui en plus est addict à la morphine et à la cocaïne, donc du coup ça lui donne un côté très excentrique, très bizarre, voilà, vraiment limite comme s'il avait
plusieurs personnalités. Autant Hercule Poirot, voilà, c'est quelqu'un quand même de plutôt discret, voilà, comme je disais, maniéré et très distingué. Et juste moi, le voir courir, ça m'a choqué parce que toujours, je voyais dans les épisodes, c'était toujours Hastings ou c'était toujours le capitaine Japp qui allait toujours courir, ce genre de choses, mais je voyais jamais Hercule Poirot courir. Enfin, c'est assez bizarre. En tout cas, bon, on peut se dire que c'est notre façon de voir Hercule Poirot, c'est pas forcément celle à laquelle j'étais habituée, mais c'est pas pour ça que je dois rester fermée à cette interprétation. D'ailleurs, physiquement, on voit la différence parce que même au niveau de la moustache, elle est un petit peu plus différente, il y a un peu plus de folie déjà rien que dans la moustache, et donc du coup ça se ressent aussi sur le personnage. Alors on a toujours les côtés un petit peu maniérés d'Hercule Poirot, notamment avec l'œuf, hein, les deux œufs qui doivent être de la même taille et tout ça, donc il y a beaucoup de jeux par rapport à ça. J'ai trouvé ça limite redondant parce que c'est marrant un petit peu, mais autant Hercule Poirot, je trouve que c'est marrant de jouer sur le côté maniéré de temps en temps, autant remettre ça un petit peu comme un running gag, ça a commencé à me saouler vers la moitié du film, et j'ai trouvé ça limite caricatural, alors que c'est un personnage où on va rire un petit peu de ses manières, mais quand c'est tout le temps, vous savez, c'est comme une blague que vous faites trop souvent, au bout d'un moment, ça fait plus rire, c'est un petit peu ça en fait. Il y a ça et le fait qu'il demande à chaque fois aux gens de remettre leur cravate en place, bon voilà, c'est un petit peu facile. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de facilité dans ce film, et je trouve qu'on va pas au fond des choses, notamment par rapport au développement des personnages. Certains personnages sont énormément mis en avant, quand d'autres sont totalement effacés, et vous allez pas vous y attendre, parce que c'est pas forcément des petits acteurs qui sont mis en retrait, hein. C'est-à-dire que vous avez vraiment des acteurs assez incroyables, et ça n'empêche pas que certains soient quand même un petit peu mis en arrière. Par contre, Hercule Poirot est omniprésent, il est tout le temps là, et c'est tout le temps des gros plans. C'est-à-dire que, en fait, moi j'ai toujours un problème avec les acteurs qui réalisent leurs propres films, c'est-à-dire qu'il y a toujours un problème de narcissisme, et ça c'est tout le temps, c'est-à-dire que, par exemple, un truc qui m'a énervé énormément, c'est que Kenneth Branagh rajoute beaucoup de dialogue, alors que par exemple David Suchet, lui, quand il interprétait Poirot, a joué en fait, il n'y avait pas besoin de dialogue parce que tout était lourd de sens. Et on va reparler dans la partie spoiler pour ceux qui ont vu le film. Et il y a certaines scènes où justement ça m'a beaucoup dérangé, c'est le fait que ouais, on a mis beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de blabla et tout ça pour expliquer des choses qui auraient pu normalement être comprises juste en regardant par exemple les expressions de l'acteur ou ce genre de choses. Et c'est là où je me dis bah ouais mais Kenneth Branagh finalement il n'était pas à la hauteur pour ce rôle parce que même s'il fait une interprétation différente, on est quand même à des années-lumière de la performance de David Suchet. Néanmoins ce que j'aime beaucoup dans ce personnage c'est vraiment le côté un petit peu plus humain que celui que j'ai toujours appris à connaître et qui ressemble par conséquent à celui du livre. C'est-à-dire que l'Hercule Poirot de base est un peu plus condescendant et par moments un petit peu moins humain, et là clairement on sent quand même la sensibilité du personnage, vraiment que finalement il reste pas de marbre par rapport à ce qui l'entoure. Il a un petit côté aussi malicieux, il fait beaucoup moins antipathique, et ce que j'ai bien aimé aussi c'est sa conception vraiment du bien et du mal, c'est-à-dire que pour lui les gens sont soit bons soit mauvais, il n'y a pas de milieu, rien n'est gris, tout c'est très, très sectaire en fait, c'est très très carré comme façon de penser, et du coup ça correspond forcément à la façon dont est dépeint Hercule Poirot. Et en fait on pouvait clairement pas passer à côté de ça parce que c'était clairement tout le sujet du roman, c'était vraiment en fait si le crime de l'Orient Express est si important c'est tout simplement parce que c'est le moment vraiment, un des rares moments, parce que bon c'est quand même Hercule Poirot, d'ailleurs il a dit tout le temps c'est le meilleur détective du monde et tout ça, d'ailleurs dans le film c'est assez différent parce qu'il dit oui je suis probablement le meilleur détective du monde alors que clairement d'habitude c'est que c'est le meilleur et voilà c'est le top et tous les autres ils sont en dessous, ils sont bêtes, limite il est obligé de montrer aux inspecteurs tous les trucs, leur expliquer ce qu'ils doivent faire et puis hop ils ont leur boulot, enfin voilà leur boulot est fait très clairement par lui. Et là dans cette affaire il va devoir remettre toutes ses convictions en question, sa notion du bien et du mal, et justement est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté entre les deux, est-ce qu'il a forcément le bon jugement, est-ce que d'ailleurs c'est la bonne personne pour donner un jugement, d'ailleurs est-ce que c'est lui. Il y a aussi la question de la religion qui revient quand même assez souvent mais qui arrive un petit peu en marchant sur des œufs, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de très flagrant, on le ressent par rapport à des dialogues, on ressent par rapport à certains visuels, et ça je peux pas vous dire parce que je vous en parlerai dans la partie spoiler, mais là clairement je risque de vous spoiler certaines choses. Donc il y a cette notion de justice, de religion, de bien et de mal qui est bien mise en avant, et en même temps si ça n'avait pas été fait, c'est-à-dire qu'on serait passé totalement à côté du propos du roman, et là ça aurait été inadmissible. Maintenant, je pense que c'est un film qui peut être aimé par des personnes qui n'ont pas lu le roman. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont se dire « Ouais, l'histoire elle est super et tout », mais bon, à la base, les gars, pensez quand même qu'il y a un livre, donc très clairement, c'est difficile de faire quelque chose de mauvais quand on a une œuvre de base qui est quand même aussi bonne. Des intrigues intelligentes, des personnages qui ont une histoire à nous raconter et qui vont nous émouvoir, donc vraiment tout est dedans, l'émotion, l'intrigue, le suspense. Néanmoins, j'ai pas trouvé vraiment que le suspense était bien retranscrit dans ce film, c'est-à-dire qu'il y a des moments, j'ai l'impression qu'en fait le film était tellement linéaire sur certains moments, c'est-à-dire que normalement Hercule Poirot, il y a des moments de suspense, après ça se calme un petit peu, et puis hop, on a un nouvel élément qui va tout faire basculer, et hop, et c'est vraiment ce que j'aime vraiment dans Hercule Poirot, c'est vraiment en dents de scie, c'est-à-dire qu'à chaque fois on se repose un peu sur nos lauriers, hop, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Et là par rapport à la version avec David Suchet, on est clairement sur quelque chose de linéaire. Alors effectivement, on a les
interrogatoires qui vont se succéder à chaque fois, donc avec les personnages. Ce que j'ai bien aimé en revanche par rapport à l'adaptation et peut-être probablement par rapport au livre, c'est le fait que les interrogatoires soient faits dans des pièces différentes, dans des décors différents et que du coup ça casse un petit peu la monotonie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un interrogatoire à l'extérieur, ce qui est un petit peu bizarre parce qu'on se retrouve en Yougoslavie, Kai, ouais, je sais pas, il doit faire -20 là-bas, il y a de la neige et tout. Non, on va faire un interrogatoire à l'extérieur, on se retrouve au niveau du wagon de restaurant, au niveau d'un wagon chambre, ce genre de choses. Enfin voilà, il y a vraiment des décors différents pour essayer de casser la monotonie, donc c'est intelligent. Il y a des façons de filmer aussi qui sont très intelligentes, notamment les passages où les personnages se retrouvent dans le couloir du train, c'est filmé de dessus, donc en fait on est toujours en train de se dire mais en fait qu'est-ce qui se passe, que là clairement il se passe quelque chose d'important, et en fait les personnages voient ce qui se passe mais nous on le voit pas, donc on est en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe, on veut savoir. J'ai trouvé ça intelligent, ça fait un petit peu, vous voyez, comme si c'était une caméra de surveillance. Bon, forcément c'est pas fait de telle façon parce que de toute façon ce serait un anachronisme pas possible, mais c'est intelligent parce que ça conserve un petit peu le suspense pendant quelques secondes avant de s'apercevoir qu'il s'est passé quelque chose de grave. Donc les 3/4 du film est assez linéaire, c'est-à-dire qu'on va avoir les interrogatoires, on va avoir pas mal de choses qui vont se passer mais qui... Il n'y a pas vraiment de changement de rythme dans le film, je trouve. Il y a vraiment l'introduction au début, avant de rentrer dans l'Orient Express où il se passe certaines choses et tout, c'est un petit peu plus dynamique et tout. Ensuite, on retombe un petit peu dans une espèce de routine. C'est pas forcément chiant, c'est plutôt intéressant d'écouter les interrogatoires et autres et les interactions entre les personnages. C'est pas non plus super captivant, mais quand arrive la fin, j'ai l'impression que c'est tombé comme un cheveu sur la soupe, comme ça. C'est-à-dire que là, pour moi, on a quelque chose de très linéaire, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose au début, et puis après, voilà, c'est très très lent, et bam, voilà, c'est la fin. En quelques minutes, c'est emballé, pacté, et la fin n'est pas non plus incroyable, elle n'est pas marquante. Alors oui, elle annonce quelque chose, ça, je vais pas vous spoiler, mais c'est pas... c'est vraiment décevant. Kenneth Branagh campe donc un Hercule Poirot très différent de ceux qu'on peut connaître, hein, parce que moi je connais par exemple David Suchet, mais aussi Peter Ustinov. Ça ressemble un petit peu à l'interprétation de Peter Ustinov, mais encore différente, un peu plus humain, un petit peu moins lourd aussi, parce que Peter Ustinov, j'avais un peu de mal avec son acting, parce que c'était beaucoup de... Il gueulait beaucoup, il y avait un côté un petit peu lourd qui est justement pas cohérent du tout avec Hercule Poirot. Là, voilà, on a quelques petites touches d'humour par moment, des fois c'est même tellement décalé que ça m'a sorti du film, j'étais en train de dire, mais waouh, Enfin, à la limite de la mauvaise blague en fait, c'était un petit peu bizarre, en même temps c'était drôle et en même temps c'était totalement décalé avec l'univers. Chose importante, qui dit Hercule Poirot dit belge qui va parler en anglais et qui dit donc accent, donc là pour le coup c'est plutôt un accent français plutôt que belge, j'ai pas entendu les R ou ce genre de choses. Et bah pour le coup c'est quand même quelque chose, une performance qui est assez compliquée à faire parce qu'il faut quand même garder vraiment une qualité d'acting et en même temps faut travailler son accent, il faut vraiment faire en sorte qu'il soit le plus crédible possible et en même temps en plus ne pas l'oublier parce que c'est très facile quand même pour un acteur et je pense que à mon avis ça a dû arriver pendant les répétitions ou même quand il a tourné, à mon avis, il y avait quelques scènes qui ont dû être retournées parce qu'il faut clairement pas oublier qu'il y a l'accent à faire à chaque fois et là pour le coup il y arrive très bien. Maintenant des fois ça donne des trucs un petit peu bizarres parce que moi j'ai jamais vu en plus les Hercule Poirot en VO, là c'est vraiment la première fois où je vois une adaptation d'Hercule Poirot, d'une affaire d'Hercule Poirot en VO et là pour le coup il y avait un petit côté un peu, vous savez, comme les Italiens où en fait ils vont parler par exemple en français et puis ils vont placer quelques mots italiens dedans et bon ils parlent avec leurs mains et tout ça, enfin il y a quelque chose et là pour le coup c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il parle en anglais, et puis il y a merci, bonjour, il va dire 2-3 mots en français, puis ça va être mélangé avec de l'anglais et tout. J'imagine pour un anglophone, ça doit être assez perturbant à regarder. En tout cas, nous, en tant que français, c'est facile, parce que du coup, nous, c'est en anglais, donc sous-titrer que l'anglais, et le français, il n'y a plus besoin de sous-titrer. En tout cas, très très bon travail sur l'accent, et j'étais vraiment très pointilleuse à chaque fois, j'écoutais vraiment si ça ressemblait vraiment bien à un accent français et tout ça, et franchement, j'ai rien à dire là-dessus, donc c'est vraiment une grosse performance, et là-dessus, il a vraiment réussi. J'ai bien aimé aussi le fait que les personnages, par moments, déforme le nom de Poirot et justement ça lui fait un petit coup et l'ego c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les autres affaires d'Hercule Poirot. Il y a Achille Poirot, je sais pas, Bertrand Poirot, enfin je dis des bêtises mais c'est un peu ça, les personnages qui déforment et du coup je dis mais attendez mais mec tu me connais pas, je suis quand même Hercule Poirot. Ouais, ça lui met un petit coup dans l'ego. Du coup j'ai bien aimé qu'on retrouve ce genre de choses. Néanmoins, un petit truc que j'ai pas trop trouvé, c'est à part vraiment 2 fois dans le film où on en parle, c'est du coup des petites cellules grises. Voilà, il parle toujours de ces petites cellules grises, hein, ces méninges, voilà, ce qui permet de résoudre ses affaires. Donc quelque chose normalement qu'on retrouve de façon récurrente dans toutes les affaires et tout, il en parle quasiment tout le temps. Bon là c'était un petit peu léger, dommage parce que c'était vraiment
Bah ouais, c'était du fan service pour ceux qui ont lu les livres et je trouve que du coup ça manquait un petit peu. Du côté des autres acteurs, je trouve que la meilleure performance ça vient de Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer qui a un rôle assez similaire de celui qu'elle avait dans Mother, donc c'est-à-dire que vraiment là on la retrouve depuis récemment au plus haut de son art en fait. Là dans Mother elle jouait un personnage assez excentrique, assez bizarre et tout. Là elle joue un personnage aussi très excentrique mais plutôt sympathique hein, dans ce film, donc c'est assez marrant de la retrouver dans un rôle assez similaire mais qui est également touchant. Elle a vraiment fait un travail extraordinaire. On retrouve aussi Judi Dench qui, encore une fois, fait un rôle de femme âgée très antipathique. Je sais pas pourquoi elle est abonnée à ce genre de rôle, bon à part dans Mission Impossible, hein. Mais clairement, voilà, je veux dire, elle est souvent abonnée à ce genre de rôle où très très froide et très classe, et voilà, de la haute société. Et qui va pas parler à n'importe qui va pas faire n'importe quoi et qui nous, justement, on n'a pas envie d'aller l'embêter, c'est toujours dans le genre de rôle-là. Donc toujours aussi bonne dans ce rôle-là. On a Daisy Ridley qui est vraiment touchante, qui est mignonne. Moi j'adore vraiment Daisy Ridley parce que bon, Star Wars, enfin je veux dire comme tout le monde, je l'ai connue dans Star Wars. Et là, c'est vrai de l'avoir dans un autre registre, ça m'a beaucoup plu parce qu'au final, voilà, elle est beaucoup plus féminine, touchante, classe, et c'est vraiment un des personnages qui m'a marqué de ce film, et limite j'aurais voulu en voir encore plus d'elle. Et je trouve que son personnage fait aussi ressortir le côté sympathique d'Hercule Poirot. On y retrouve Johnny Depp dans un rôle un peu de canaille, de voyou et plus si affinité, et pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées voir le film parce qu'ils se sont dit « Oh là là, Johnny Depp » et tout ça. En tout cas, très très bon dans le rôle, et je trouve qu'il donne beaucoup de chien à un personnage qui est quand même une crapule, donc c'est assez... il a donné quelque chose, il a donné une dimension différente au personnage, et ça pour le coup, c'est une des choses qui m'a beaucoup plu dans ce film. Globalement, je regrette la gestion du suspense qui a été quand même assez mal maîtrisée, vraiment, comme je disais, le rythme est très mal maîtrisé, et vraiment le suspense, il n'y en a pas tellement parce qu'au final on va quand même beaucoup voir venir les choses. Effectivement, je savais déjà comment le film allait terminer et qui était coupable, mais en essayant de mettre ma mémoire de côté et juste d'observer par rapport aux éléments qu'on nous donne, je trouvais qu'au bout de quelques minutes du film, on pouvait déjà savoir qui était coupable. On va passer à la partie spoiler de cette critique, et là on va parler des personnages et notamment des échanges qui ont été faits. C'est-à-dire que dans cette adaptation, on a un côté beaucoup plus cosmopolite que dans l'œuvre originale. Par exemple, on a des personnages qui ont changé. Par exemple, il y a le colonel Arbuthnot qui, dans le film, est à la fois le médecin plus l'ami de John Armstrong, alors que dans l'œuvre originale, c'est juste le colonel Armstrong. Et là, en plus, on a changé l'acteur, donc on a mis un acteur noir, donc je trouve que c'était assez intéressant parce que du coup, on lui ajoute une autre dimension par rapport au fait que, comme c'était un homme noir, donc forcément pour lui c'était plus compliqué d'arriver à être médecin, que c'est parce qu'il a fait la guerre qu'on lui a donné la possibilité derrière de pouvoir faire des études. Donc il y a quand même la notion du fait qu'il faut qu'il mérite pour pouvoir continuer ses études, ce qui est assez hallucinant quand on pense maintenant à notre époque, mais c'est vrai que voilà, comme il disait, il y en avait un par classe qui était choisi pour pouvoir aller à l'université, et il a fait partie de cela parce que aussi après il avait fait la guerre. Donc on a ça, donc ça donne un truc intéressant, voilà, le fait que ce soit un personnage noir et donc du coup qui ait plus de difficultés et tout ça, qui essaye de se mêler à un milieu assez de la haute société et autres, et qui est donc médecin. Je trouve que ça donne quelque chose en plus d'intéressant, et c'est quand même un acteur qui se confronte à des interprétations assez célèbres, puisque les précédents interprètes de ce rôle n'étaient autres que David Morrissey et Sean Connery, pas n'importe qui quand même. Alors le fameux conte russe, je sais pas si à la base il est censé être russe, j'ai un petit peu de doute là-dessus, pour ceux qui ont lu le livre me diront en commentaire. En tout cas on a ajouté un sud-américain, c'est-à-dire Marquez, donc il y a quelque chose de vraiment intéressant. C'est vraiment, déjà que le livre à la base montrait qu'ils venaient tous d'un peu partout, mais là le fait de mélanger les couleurs, de mélanger les pays et autres, je trouve que c'est vraiment encore plus intéressant, et du coup je trouve que c'est clairement la touche moderne du film. Je parlais tout à l'heure de la dimension religieuse du film, et notamment une scène en particulier m'a marqué, c'est la scène finale. On retrouve tout le monde donc sur la table. Ça n'a pu me faire penser qu'au fameux tableau de Léonard de Vinci, la scène, donc c'est-à-dire Jésus et ses 12 apôtres. En plus je crois qu'ils sont je crois que c'est le même nombre de personnes, en plus je crois qu'ils sont 12, un truc comme ça. En plus il y a beaucoup de jeux avec les lumières et tout ça, donc ouais, clairement la dimension religieuse est là, mais on ne la pointe pas du doigt, et c'est très intelligent. Il y a plusieurs scènes que je n'ai pas trop aimées, notamment la scène vers la fin du film avec Arbuthnot qui est en train de tirer sur Poirot. J'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, un petit peu, alors que normalement, il se pose la question s'il doit lui tirer dessus, tout ça, mais il lui tire pas dessus dans l'épaule, je sais pas, la manière dont c'était fait, c'était très brouillon, et ça sortait un peu de n'importe où. D'ailleurs j'ai sursauté sur le moment parce que je m'y attendais tellement pas. C'était assez insolite pour le coup. La scène de la poursuite, alors bien qu'elle soit plutôt bien faite, je vois pas l'intérêt clairement. Je sais pas si c'est dans le livre, honnêtement je pense pas. Encore une fois, vous me corrigerez dans les commentaires, surtout Poirot en train de courir.
J'étais, waouh, c'est clairement, c'est clairement pas trop possible. Je crois que ça a dû arriver une ou deux fois dans tous les épisodes que j'ai vus, mais c'est tout quoi. C'est vraiment en cas de force majeure et tout. Là, pour le coup, en plus, on a Monsieur Book qui est en train de courir après aussi, donc je veux dire, il aurait très bien pu lui courir après tout seul. Enfin, en tout cas, c'est assez bizarre. Et c'est surtout le début du film. Le début du film, où on voit Hercule Poirot en train de faire des accolades à Monsieur Book. Enfin, le fait qu'il ait une fixation sur la nourriture, mais sur les petits gâteaux, sur le pain et tout ça, je trouve ça assez inutile. En fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ça, qu'il y a des petites manies ou autres, des choses en plus dont je n'étais pas forcément au courant, les petits gâteaux et tout. Je savais pas qu'il y avait un truc spécial sur les petits gâteaux particulièrement, voilà, les glaçages et tout. Donc il y a la scène avec Ratchet avec le gâteau, oui bah je vais prendre le truc au-dessus, le glaçage du dessus, je sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin je veux dire, toutes ces histoires, même avec les œufs et tout, comme je disais tout à l'heure, c'était un peu redondant, voilà, c'est le running gag et tout. Et pareil, l'histoire des gâteaux aussi, c'est encore une fois, c'est censé être de l'humour et tout, mais c'est juste redondant à mort. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Tellement pas en fait, tous ces moments-là, c'est des moments où vous auriez pu un petit peu plus aller justement sur les personnages. Parce que clairement, il y a Hercule Poirot partout. Les personnages à côté, ils ont du mal à exister. Donc ouais, il y a beaucoup trop de Poirot. Et si pour mettre des espèces de running gag à 2 francs, bon, c'est du temps un petit peu perdu pour rien et qui aurait pu être exploité différemment. Néanmoins, la fin avec Michelle Pfeiffer quand elle lève sa perruque et tout, c'était assez... c'est vraiment, voilà, c'est ce qui était le plus marquant dans la fin de ce film. Parce que dans tout le reste, j'ai trouvé ça, encore une fois, caricatural. On était sur du théâtre. Clairement, là, j'ai vu du théâtre. À la fin de ce film, j'ai vu une pièce de théâtre. Voilà, c'était la fin d'une pièce de théâtre. Limite, ils allaient tous faire ça. Merci, au revoir. Oui, on fait un rappel. Super. J'ai eu du mal avec cette fin. J'étais... Ok, alors il y a le discours d'Hercule Poirot et tout ça qui est très intéressant parce que bon justement on revient justement sur sa notion du bien et du mal et c'est là qu'il s'aperçoit qu'au final il y a du gris et qu'il va falloir quand même qu'il prenne une décision. Quelque part il est responsable de leur sort et même s'il ne veut pas, ça va être lui clairement qui va devoir faire la justice et la balance dans tout ça. La question c'est est-ce que le fait d'avoir tué un homme qui était lui-même un meurtrier fait d'eux des monstres? Bah non, quelque part ils ont fait ça parce que tout simplement on n'arrivait pas à rendre justice, la justice ne faisait pas son travail et donc ils ont rendu leur justice à eux pour potentiellement se sentir mieux. D'ailleurs, Hercule Poirot leur fait comprendre, j'espère que vous sentirez mieux après. Quelque part, on sait que ça va pas être le cas parce qu'ils vont vivre avec leur culpabilité toute leur vie. Donc dans le dialogue, c'était très intéressant. Maintenant, comme je vous l'ai dit, trop de blabla et justement dans la version avec David Suchet, à la fin de cette version, au lieu qu'ils disent bon bah finalement je vais dénoncer personne à la police et puis je vais dire que c'est quelqu'un qui est passé par la fenêtre et tout, bah en fait à la fin, ils donnent l'uniforme à la police yougoslave avec le bouton etc. Ils se retournent, ils regardent tous les gens, ils sont tous les larmes aux yeux parce qu'ils sont tous convaincus qu'il va les vendre à la police. Et voilà, c'est tout simplement ça en fait. Ils se retournent, ils les regardent les larmes aux yeux et tout, quelque part pour dire bah voilà, regardez ce que j'ai fait, voilà finalement je vous ai pas dénoncé et tout. Mais il y a pas un mot, je veux dire, il dit rien du tout. Je veux dire, il se passe ça, il va pas retourner la voir et dire bah non mais finalement je vous ai pas vendu du tout, c'est juste lourd de sens, le silence, les regards et tout, c'est lourd de sens et ça suffit. Et à la fin, il part comme ça, et au loin, on voit tous les gens en train de le regarder avec les yeux pleins de larmes et pleins de reconnaissance et tout, de se dire mais oui, mais finalement, heureusement qu'on l'a pas tué cet homme-là, parce que bon, il y avait le colonel Arbuthnot qui voulait le buter, bon, je suis pas sûre qu'il l'aurait fait ou quoi que ce soit, mais tout le monde de se dire mais finalement, il a pas fait, il nous a pas vendu, il allait pas le faire, donc finalement, voilà, c'est un homme bien, et on lui doit beaucoup, parce qu'au final, c'est vrai qu'ils auraient dû tous aller en prison, et donc ils se seraient fait pendre et tout, parce qu'à l'époque, la conséquence du meurtre, c'était la pendaison, donc là juste de voir leurs yeux pleins de reconnaissance et de se dire c'est terminé, c'est aussi ça, c'est un soulagement de se dire c'est fini, maintenant on peut passer à autre chose, parce que clairement, le meurtre de ce personnage-là, c'était pour pouvoir passer à autre chose, pour essayer d'un petit peu d'exorciser, de sortir toute cette douleur, toute cette colère qu'il y avait contre cette personne, là de se dire qu'ils peuvent tourner la page, et juste l'image est lourde de sens, donc oui, il part comme ça, et les gens le regardent, et ça suffit, et c'est juste magnifique, ça donne une fin, ça m'a donné des frissons, avec une petite musique et tout, enfin, ça aurait pu être la même chose, où on aurait pu faire ça encore mieux. Et finalement, donc, on finit pas là-dessus parce que après, on a l'annonce. Et là, l'annonce... D'ailleurs, je suis assez étonnée parce que je pensais pas que si on devait faire une adaptation d'Hercule Poirot au cinéma, ce serait Le Crime de l'Orient Express. Pour moi, c'était évident que ce serait Mort sur le Nil. Mort sur le Nil, une affaire que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment hâte de voir au cinéma. Donc, la prochaine affaire, si vraiment le prochain film il y aura, en tout cas, ce sera Mort sur le Nil. Donc, je suis vraiment impatiente. Je pense vraiment que Kenneth Branagh peut apprendre de ses erreurs et qu'il y a vraiment une base sympa sur laquelle on peut se greffer et faire des choses intelligentes. En tout cas, le côté Guy Ritchie, il faut oublier pour Hercule Poirot. S'il y a clairement quelqu'un qui pourrait faire ça, c'est Guy Ritchie, c'est pas Kenneth Branagh, et je trouve que du Guy Ritchie sur Hercule Poirot, c'est très très bizarre, c'est très creepy, c'est pas bon. C'est limite, ça m'a clairement sorti du film dès le début, donc je me suis dit dès le début, j'étais... Waouh, toute l'introduction du personnage avec l'histoire de la canne qui met dans le mur et tout, que le mec qui se prend la canne,
Tous ces petits trucs-là, les courses-poursuites et tout ça, ça m'a sorti du film par moment, donc il y a plein de trucs comme ça, comme les running gags et tout ça, donc ouais, il y a beaucoup de choses à bosser, en tout cas visuellement c'était très très beau. L'interprétation, faut encore la travailler, il y a beaucoup de détails encore à travailler et tout, mais là c'est vraiment de l'affinement en fait. C'est-à-dire que je pense que globalement il a chopé le truc, mais qu'il va falloir vraiment affiner ça, va falloir faire ça un peu moins caricatural et tout, et être un petit peu plus dans le jeu de finesse. Mais je pense que clairement il peut y arriver, même s'il y a quelques moments, comme je vous disais tout à l'heure, je pensais avec Leroy Lecart à certains trucs, mais globalement c'est normal, c'est pas tellement le problème. Donc je pense voilà, c'est vraiment dans la finesse qu'il va falloir qu'il travaille ça, mais c'est clairement possible. Maintenant, dans l'écriture et la réalisation, il va falloir vraiment bosser. En plus, je suis étonnée que ce soit Michael Green qui ait fait le scénario, quoi. Je me dis waouh, Michael Green, mon Michael Green d'American Gods, je veux dire, il a fait ça, j'étais waouh, j'étais un peu choquée. D'ailleurs, plus le producteur Ridley Scott, donc bon, c'est pas une petite production, hein, clairement. Enfin, de toute façon, vu quand on voit les acteurs. Donc clairement, voilà, on s'attend vraiment à du lourd, c'est-à-dire que là, ça aurait été un petit film sans prétention et tout ça, une petite adaptation, un téléfilm ou quoi. Ok, ça passe très bien. Mais là, on est quand même sur une grosse production avec un casting 5 étoiles et tout. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais un William Dafoe qu'on voit 30 secondes, je n'ai pas compris. D'ailleurs, quel était l'intérêt du personnage, parce que je suis même pas sûre qu'il soit dans le livre, vous me direz le contraire ou pas. Mais enfin, même s'il est dans le livre, clairement, je pense qu'il n'a pas la même importance que dans le film que dans le livre. Et s'il n'existe pas, pourquoi il existe dans le film? Est-ce que c'est juste pour faire venir William Dafoe? Je sais pas du tout. Bon, bref, admettons. Voilà pour ma critique sur Le Crime de l'Orient Express. Donc je suis mitigée. Bon, allez le voir si vous avez envie de vous voir un film sympa, sans grande prétention et tout, à la cool. Allez le voir. Maintenant, si vous attendez énormément de ce film, que vous avez déjà lu les livres, que vous connaissez l'univers d'Hercule Poirot, vous êtes très très déçus, malheureusement. Maintenant, je pense que ça peut vraiment... Le prochain film peut être réellement meilleur, mais il va falloir apprendre de ses erreurs. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres critiques de films et quel film vous voudrez que je critique. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!